Merci beaucoup Pierre Louette, merci Dominique Restineau pour cette introduction. J'invite à présent Thierry Happ, le président fondateur de NetExplo, à me rejoindre. Bonjour Thierry. Bonjour Héroïne. Ravi d'être à vos côtés pour ouvrir ce sommet. Pouvez-vous peut-être nous donner dans les grandes lignes le programme de la journée ? Alors ça va être une journée très intense puisqu'on va avoir finalement une trentaine d'intervenants et il faut savoir que nous allons partager l'ensemble des travaux et des enseignements de notre observatoire Transformation et compétences d'avenir avec les partenaires institutionnels, académiques et entreprises, et ainsi que l'ensemble de l'écosystème NetExplo. Donc nous allons démarrer par la présentation des résultats de notre étude. C'est une étude que nous avons réalisée auprès de 31 dirigeants de grands groupes pour comprendre véritablement les enjeux sur les compétences d'avenir, sur ces transformations et leur impact, et bien évidemment, comment on va pouvoir mettre ça en place dans l'avenir, puisque c'est absolument essentiel pour notre économie. Et à ce titre, je tiens à remercier les entreprises avec lesquelles nous avons travaillé, qui sont les membres fondateurs de cet observatoire. Je vais les citer: Airbus, BNP Paribas, Bouygues, Crédit Agricole, Engie, Michelin, Orange, Safran et Stellantis. Ce sont les locomotives de notre économie française, européenne et internationale. Et elles ont un rôle considérable dans la capacité de donner le ton pour l'ensemble des acteurs économiques. Je pense bien évidemment aux PME, aux TPE dont parlait le président Restineau, qui sont absolument essentiels dans l'économie. Donc c'est l'écosystème qui est concerné, et c'est la raison pour laquelle cette étude est impactante et a de l'importance par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que nous aurons le plaisir d'interviewer la ministre. Voilà, une intervention enregistrée. Alors, enregistrée parce qu'elle a, malgré, je dirais, le fait qu'elle c'est sous son patronage et son engagement, et je tiens vraiment à la remercier ici même, l'obligation d'être en province avec les conditions sanitaires aujourd'hui. Mais elle nous a donné il y a quelques heures, avec Bruno Mettling, qui est le président de Topix Conseil et notre partenaire, une interview exclusive pour parler de ces sujets, où elle partage sa vision et ses actions sur ces transformations et ces compétences d'avenir, notamment avec les partenaires économiques et sociaux. Nous aurons un certain nombre de séquences avec ces entreprises qu'on appelle Transfo Skills, où là on va partager les visions, les expériences, on va partager aussi les pratiques qui sont mises en place, donc c'est vraiment un benchmark très utile sur ces entreprises. On aura 2 tables rondes dans la journée, une en fin de matinée sur les nouveaux territoire d'apprentissage avec les startups, parce que pour nous c'est absolument essentiel. Je sais que le président Restineau y est très sensible, mais pour nous c'est vraiment un écosystème entre grandes entreprises, PME et startups. Et puis on aura une deuxième table ronde en milieu d'après-midi avec les leaders académiques, c'est-à-dire les grandes écoles, notamment celles de la Chambre, mais aussi d'autres qui vont mettre en perspective comment on accompagne ces transformations, aussi bien dans la formation initiale que la formation continue. Et puis, on terminera bien évidemment par la synthèse avec Bruno Mettling, donc, qui est le co-organisateur avec NetExplo de cet événement, Topix Conseil, pour donner une mise en perspective, une synthèse de qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée et qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie professionnelle aujourd'hui de se transformer pour pouvoir préparer ses compétences d'avenir. Voilà, une journée qui s'annonce riche, voilà, dense. Merci beaucoup Thierry pour cette introduction. Je vous propose à présent de découvrir ensemble en détail les résultats de l'étude dont vous parliez, Thierry, les grandes entreprises face aux défis des transformations et des compétences d'avenir, avec Sandrine Catla, directrice associée de NetExplo, Stéphanie Foach, senior partner de Topix, et Charles-Henri Besser-Desor, professeur émérite HEC Paris. Bonjour à tous. Nous sommes là, Stéphanie, Charles-Henri et moi-même, pour partager avec vous une synthèse de l'étude que nous avons menée avec les entreprises partenaires de cet observatoire des transformations et compétences d'avenir. Nous allons partager ces principaux enseignements
avant un petit rappel méthodologique, nous avons mené cette étude au cours du dernier trimestre de cette année 2021 avec les 9 entreprises partenaires, comme le rappelait tout à l'heure Thierry, 24 interviews d'1 heure chacune avec 31 dirigeants issus de ces mêmes entreprises auxquels nous avons posé, je dirais, 4 grandes questions majeures. Quelles sont les transformations clés pour votre entreprise? Quels sujets avez-vous déjà traités au sein de vos entreprises? Et puis, pour mener à bien, évidemment, ces transformations que vous anticipez, quelles sont les compétences qui vous seront utiles pour demain et quelles sont les formations, évidemment, qui seront nécessaires pour acquérir ces compétences dans vos entreprises. Nous allons tous les 3 faire l'exercice de partage de ces contenus, en commençant par une première partie qui relate un petit peu ces transformations clés, qui pose le cadre de notre observatoire. Et puis après, je passerai la parole à Stéphanie et Charles-Henri, qui rentreront plus précisément dans ces différents territoires de compétences que vous avez partagés avec nous tout au long de cette étude. Alors, la première partie que je vous propose de découvrir, c'est celle qui, finalement, s'intéresse à ce qui se passe dans l'environnement de l'entreprise, dans l'entreprise elle-même, et évidemment ce que cela veut dire pour le collaborateur en termes de transformation. Vous avez tous été absolument unanimes pour nous rappeler, évidemment, et ça ne vous étonnera pas, que l'entreprise n'est pas un collectif, une organisation en soi qui est coupée du monde extérieur, mais que, bien au contraire, l'entreprise est tout à fait poreuse à son environnement. Elle est un des éléments du système auquel elle participe et dont elle est dépendante. Et donc, à ce titre, il est extrêmement important, et vous nous l'avez tous rappelé, que l'entreprise s'ouvre à cet environnement et aux différentes tendances, aux différents chocs, certains prévisibles, d'autres tout à fait imprévisibles. La pandémie que nous vivons encore actuellement en est un rappel absolu. Ces chocs, ces tendances qui viennent perturber l'équilibre du système et qui, pour recouvrer un nouvel équilibre, demandent aux individus, citoyens que nous sommes, mais aussi aux entreprises et aux institutions, de prendre le chemin d'un nouveau récit pour aller vers un nouvel équilibre. Alors, évidemment, certains de ces chocs, certaines de ces tendances sont tout à fait profondes, tout à fait durables. C'est ce que nous avons appelé des game changers. Et donc, tout au long des entretiens que nous avons menés, vous avez là aussi été très convergents en parlant essentiellement de 3 game changers qui sont d'ailleurs tout à fait indissociables les uns des autres, qui s'entretiennent mutuellement. Le premier est le numérique, le second la question environnementale et enfin le game changer sociétal. C'est absolument essentiel de comprendre ces game changers parce qu'une meilleure compréhension de ces tendances permettra à l'entreprise d'innover dans le bon sens, permettra aux collaborateurs de ces entreprises d'adopter cette mutation et ces efforts de transformation et puis évidemment de les déployer. Alors, rapidement, je voudrais passer avec vous au travers de ces 3 game changers. Le premier est le game changer numérique. C'est un game changer qui n'est pas tout à fait nouveau. Il est arrivé comme un boulet de canon dans les années 2000 dans nos vies privées, mais aussi dans nos vies professionnelles et évidemment dans les entreprises. C'est un game changer qui n'est pas tout à fait nouveau, mais dont les effets sont encore évidemment tout à fait en cours et l'effort de transformation des entreprises sur le sujet numérique est toujours extrêmement d'actualité. Je dirais que nous avons essayé de résumer ici, finalement, quels sont les effets les plus marquants de cette révolution numérique. La première chose pour les entreprises, évidemment, c'est qu'elle a placé le user, le client, au centre de toutes les attentions, au centre de tous les business models. Et donc, ce que nous appelons dans l'entreprise la customer centricity est absolument essentiel pour tous les collaborateurs, y compris ceux qui sont très éloignés de la relation client, pour transformer finalement les offres et les process de ces entreprises.
La deuxième chose, c'est qu'évidemment, le numérique, c'est aussi tout un tas d'outils qui permettent aux entreprises d'aborder des process, des méthodes, une organisation qu'on peut qualifier de 4.0 avec tous ces assistants numériques et tous les potentiels qu'ils offrent. L'entreprise change de forme, change d'outils, change de méthode, propose à son collaborateur de s'augmenter d'un certain nombre d'outils numériques et de certaines intelligences numériques. Et puis, évidemment, le levier numérique est un enabler absolu pour repenser les modes collaboratifs dans l'entreprise, repenser aussi la manière dont on travaille. On parle évidemment beaucoup de travail hybride. Alors, le game changer numérique porte en lui-même un certain nombre d'enjeux qu'il faut toujours réfléchir et piloter. On en a ici proposé quelques-uns. D'abord, c'est un enjeu de sécurité et de cybersécurité. Comment sécuriser les données, comment sécuriser leurs calculs, comment sécuriser nos devices et puis l'usage de ce monde numérique. Pose aussi des questions d'éthique, l'éthique de la donnée, l'éthique de l'IA. Pose des questions évidemment environnementales. Rappelons-nous que la technologie numérique ne s'est pas développée by design dans une conception durable. Et puis évidemment pose des questions de souveraineté pour les entreprises. Le deuxième, alors évidemment tout ceci, ça veut dire quoi en termes de compétences? Eh bien, probablement que l'objectif que l'on peut garder en tête ensemble ce matin, c'est de se dire que tous les collaborateurs de l'entreprise, où qu'ils soient, quel que soit leur métier, quelle que soit leur fonction dans l'entreprise, doivent devenir des digital data fluent. Ça veut dire que même quand on n'est pas expert de ce métier, même quand on n'en est pas le principal développeur ou pilote dans l'entreprise, on doit tous avoir une certaine culture et adopter certains comportements d'usage de ces outils numériques. Le deuxième game changer que nous voulions partager avec vous est celui du développement durable, de la sustainability. Ce game changer, il n'est pas très nouveau non plus. Finalement, on en parle dans nos sociétés depuis déjà quelques dizaines d'années. En revanche, depuis peu de temps, il devient tout à fait urgent. Et cette urgence, elle est d'abord dans la société extrêmement émotionnelle. Vos clients, vos collaborateurs, tous les citoyens que nous sommes, sont extrêmement motivés, extrêmement engagés sur la question de la sustainability, que l'on parle de son volet environnemental ou que l'on parle de son volet social. Donc pour les entreprises que vous représentez, il est absolument indispensable d'initier cette transformation à un développement plus durable. D'autant plus que les entreprises sont perçues à la fois par les citoyens consommateurs et les citoyens collaborateurs, comme étant peut-être la cause, le problème sustainable, mais aussi la solution. Donc on attend énormément des entreprises qui ont évidemment commencé à largement travailler ce sujet, notamment au travers de leur raison d'être, mais cette mise en mots, cet engagement émotionnel doit aujourd'hui impérativement et avec urgence se transformer par des actes, et c'est évidemment le sujet de la transformation dont vous nous avez parlé. La pression est forte. On peut parler de pression réglementaire, bien entendu, discuter notamment en ce moment à l'Europe avec la taxonomie européenne. On peut parler de pression financière et, je l'ai évoqué, de pression évidemment sociale. Des enjeux majeurs là aussi sur ce game changer de la sustainability. Il vous faut innover rapidement. Il vous faut éduquer, accompagner, coacher à la fois vos clients et à la fois vos collaborateurs. Il vous faut évidemment transformer le run, la legacy de votre entreprise pour qu'elle devienne plus durable. Et il vous faut faire preuve de tout cela. Autant dire que, évidemment, la charge est lourde. Là encore, l'objectif finalement aux compétences, c'est de faire de nous tous, de vos clients comme de vos collaborateurs, des sustainable fluent. Là aussi, la sustainability quitte le monde de l'expertise dans l'entreprise, quitte le strapontin de la RSE qu'elle adoptait jusqu'à présent pour vraiment venir irriguer tous les collaborateurs de l'entreprise. Et puis, le dernier game changer que nous voulions partager avec vous, c'est celui qui est plutôt d'ordre socio-culturel, plutôt d'ordre sociétal.
Là aussi, c'est un game changer qui est au long cours. Depuis que l'homme fait société, la société est animée par une évolution des mœurs, des aspirations, des comportements et des cultures. Ce que l'on voit aujourd'hui, et peut-être depuis une trentaine d'années, c'est l'hypersensibilité des individus à être respectés, à être identifiés dans leur singularité. Finalement, ce que l'on pourrait retenir, c'est un grand appel à la considération. Considérez-moi, adaptez-vous à ma singularité. On le voit évidemment avec beaucoup de pertinence auprès des clients qui attendent de la personnalisation, qui attendent une relation client très singulière, mais c'est exactement la même chose pour vos collaborateurs qui attendent qu'on leur parle comme à des individus uniques et singuliers. La deuxième chose, évidemment, c'est quand on veut être respecté, on veut aussi pouvoir agir, avoir tous les outils et la gouvernance nécessaires pour agir, notamment au sein de l'entreprise. On pourrait traduire ça par « laissez-moi faire », on pourrait traduire ça par « faites-moi confiance », on pourrait traduire ça par une envie de responsabilisation. Évidemment, ça veut dire pour l'entreprise des efforts à faire en termes de gouvernance, en termes de management, en termes de culture interne au sein de l'organisation. Et puis, évidemment, il faut noter que dans ces évolutions sociales, pour être considéré, pour être acteur et donner du sens à ses opinions et ses envies, eh bien, l'individu n'est plus seul, il est augmenté. Il est augmenté d'une part de ressources numériques, d'outils numériques qui lui permettent d'agir, et puis surtout, il est augmenté d'un réseau, il est augmenté d'un pouvoir de coopérer, il est augmenté de la collaboration. Et vous avez été tous là aussi unanimes sur le fait qu'il était extrêmement important d'appuyer toujours et encore sur cette culture de la collaboration, sur les outils qui permettent de mieux collaborer, d'autant plus que nous le verrons, l'entreprise s'ouvre à une collaboration bien en dehors de ses murs habituels. Alors là aussi, des enjeux majeurs. Comment faire confiance, comment avoir confiance, comment gouverner cette indépendance et cette responsabilité que l'on confie à chacun. Prêtez évidemment attention à l'inclusion, prêtez attention à cette coopération qu'il faut sans cesse animer, et puis aussi aborder la question de la compétition entre l'homme et la machine, qui est issue évidemment du game changer numérique et qui préoccupe énormément les citoyens et les collaborateurs de l'entreprise. L'objectif ici, c'est de faire de chacun de vos collaborateurs des makers, c'est-à-dire des collaborateurs capables de décider, capables d'agir, capables d'être responsables de ce qui leur est confié. Alors évidemment, ces 3 game changers initient un seul processus de transformation. Et donc pour les entreprises, il s'agit de se transformer en prenant en compte chacune de ces trois tendances pour arriver à un nouvel équilibre, écrire un nouveau scénario. Les contraintes sont fortes, on voit que l'environnement est de plus en plus complexe, on voit que tout s'accélère. Les enjeux pour les entreprises, c'est évidemment cette accélération, et puis c'est de se transformer à l'échelle pour pouvoir avoir un impact le plus fort possible et le plus rapide possible. Là aussi, la tâche est lourde. Alors, toutes ces transformations que l'on vient rapidement de brosser ensemble et qui concernent l'environnement de l'entreprise, qu'est-ce qu'elles veulent dire pour l'entreprise en elle-même? Alors, vous nous avez parlé de plusieurs mutations. Tout d'abord, la mutation de vos marchés, de vos clients, la mutation aussi de vos business models, pour lesquels, là aussi, l'innovation, la R&D entre en jeu. Vous nous avez parlé de la mutation de vos modèles de production, de la manière dont vous vous organisez, de votre modèle de management et de leadership. Vous avez été jusqu'à nous parler de la mutation, de la transformation de votre culture la plus intime possible et évidemment de vos métiers. Et toutes ces transformations, vous les avez évoquées au travers d'une véritable volonté d'innover et puis aussi évidemment de faire évoluer, de faire muter l'existant, la legacy de votre entreprise, le run, que évidemment vous n'oubliez à aucun instant. Et puis, évidemment, vous nous avez parlé de transmission des connaissances, là encore, dans tous les recoins, à toutes les cellules de l'entreprise. Et donc, finalement, on le verra dans quelques minutes, le collaborateur n'est plus monocompétence, il est multicompétence, il est tout à fait ouvert à toutes ces tendances, encore une fois, quel que soit son métier et ses responsabilités. Finalement, ce que vous nous avez dit, ça nous a fait penser à une entreprise qui est engagée
dans un récit d'avenir de manière extrêmement active, une entreprise qui est de plus en plus ouverte non seulement à son environnement, mais aussi à toute la chaîne de valeur à laquelle elle participe. Donc vous travaillez de plus en plus en collaboration dans un système, dans un écosystème ouvert, très en amont et très en aval de votre intervention sur toute la chaîne de valeur. Vous nous avez parlé de décentralisation, de désilotage, vous nous avez parlé aussi de collaborateurs de plus en plus nomades, mobiles, vous nous avez parlé de travail hybride, de travail à distance. Ça veut dire que vous fluidifiez votre organisation. Vous nous avez parlé évidemment de tech, vous nous avez parlé de tech compagnie, vous nous avez parlé de l'indispensable diffusion des outils et de la culture numérique partout dans l'entreprise, et vous nous avez parlé de courage, parce que vous êtes tout à fait humble par rapport à toutes ces transformations qui se présentent devant vous et que vous prenez à bras-le-corps. Vous nous avez parlé de curiosité, d'ouverture d'esprit, de persistance, et évidemment, encore une fois, d'une certaine forme de courage pour prendre en main tout cela. Alors, évidemment, la question, c'est toutes ces intentions, toutes ces transformations, posez-vous toujours la question de avez-vous créé les conditions de cette réussite ? Les transformations au niveau du collaborateur, si on doit les brosser assez brièvement, vous avez partagé avec nous l'indispensable travail sur des nouveaux métiers qui, pour certains, sont relativement imprévisibles. De quel métier aurons-nous besoin dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? C'est parfois extrêmement difficile de pouvoir le dire. Vous nous avez parlé d'une évolution indispensable du mindset de l'individu et du mindset beaucoup plus global du collectif de l'organisation. Vous nous avez parlé de nouvelles expertises qui font évoluer les gestes professionnels et la culture de certaines professions dans tous les métiers, la data, l'IA, la cybersécurité, mais aussi le sustainable, et puis l'esprit collaboratif et le travail hybride y participent. Vous avez évoqué la nécessité d'un apprentissage constant et permanent sur des hard skills ou sur des soft skills. Stéphanie et Charles-Henri reviendront dessus, bien entendu. Et puis, vous avez aussi prêté une attention particulière non seulement à tous vos collaborateurs, comme je l'ai déjà évoqué, mais aussi à tous vos partenaires, encore une fois en amont et en aval de votre entreprise sur toute la chaîne de valeur. Alors ça nous a fait penser à un collaborateur qui lui aussi se transforme, qui devient caméléon, qui devient métamorphe. Il est de plus en plus adaptable au chaos, à l'incertitude et à la complexité. Il est de plus en plus ouvert, il accepte de se remettre en cause, il accepte de consolider finalement cette ouverture d'esprit indispensable à questionner sans cesse son expertise et ses habitudes. Il est extrêmement engagé, il a des convictions, il a de la persistance sur ses convictions. Il est coopératif, augmenté encore une fois de son réseau. Seul, il n'est rien. À plusieurs, il est tout et capable de tout. Et puis, il est autonome, augmenté encore une fois de ses assistants numériques et de son réseau. Finalement, rappelons-nous, Culture Makers, il doit être décisionnaire. Vous devez lui donner un mandat pour décider, pour agir et pour s'exprimer. Là encore, la question essentielle est: avez-vous créé les conditions de cette réussite auprès de ses collaborateurs ? Voilà, je pense que je terminerai ainsi ma prise de parole. Finalement, l'enabler absolu de cette transformation que vous avez partagée avec nous est probablement l'apprentissage. Un apprentissage qui va permettre à chacun de vos collaborateurs et au collectif de l'entreprise de s'adapter à la complexité, de s'adapter à l'imprévu. Faites de vos collaborateurs un observateur et faites de vos collaborateurs un traîneur pédagogue qui permettra de faire de votre entreprise une entreprise apprenante. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Stéphanie pour rentrer dans le vif du sujet des compétences d'avenir. Ça marche ? Bonjour à tous, merci beaucoup Sandrine pour cette brillante introduction. Donc on va vous parler maintenant avec Charles-Henri des compétences d'avenir. Donc vous l'avez compris, finalement tous ces sujets ne sont pas complètement nouveaux. Ce qui est nouveau, c'est vraiment l'accélération à laquelle vous faites face et surtout la complexité parce que tous ces sujets sont imbriqués. Donc lorsqu'on vous a interrogé sur les compétences de demain, on s'est d'abord rendu compte. Alors on parle souvent des soft skills versus les hard skills, mais là on les a appelés les méta-compétences parce que vous nous avez dit on a vraiment besoin de travailler la culture, la posture, le mindset de nos collaborateurs, leur curiosité, leur aptitude finalement à intégrer ces nouveaux enjeux et à intégrer cette complexité. Donc on a défini des méta-compétences qu'on ne va pas re-rappeler dans chacune des grandes familles de compétences. Il faudra en fait que si on met en place des formations, ces méta-compétences soient dans chacune des formations.
Donc vous nous avez parlé de l'esprit critique, de l'ouverture, de la curiosité, la fameuse compétence apprendre à apprendre, donc vraiment cette envie qu'auraient les collaborateurs de comprendre finalement la complexité du monde qui nous entoure, de l'écoute, de l'empathie, de l'accueil, de la diversité et de l'inclusion, parce qu'il faut vraiment écouter ses collaborateurs, écouter ses clients, écouter ses parties prenantes pour arriver à comprendre quelle est la mutation qui est en cours. L'adaptation à l'incertitude et la capacité à gérer la complexité, puisque comme vous nous l'avez dit, personne ne sait finalement, quel que soit le sujet, que ce soit sur la sustainability, que ce soit sur le digital, que ce soit sur les évolutions de la société, avec par exemple le travail hybride qui est en train de s'installer aujourd'hui, on ne sait pas exactement de quoi sera fait demain. Et puis de l'engagement, de la persistance face à cette complexité, de la prise de risque, de l'audace et du courage, puisque vous nous avez dit que pour faire face à ces enjeux-là, vous aviez besoin d'avoir des collaborateurs qui aient de l'audace et qui prennent des décisions. Alors on a défini 5 grandes compétences de métier. Une première compétence autour de la sustainabilité, c'est tout ce qui est autour de l'environnement et du social. Une deuxième qui est le numérique. On va revenir en détail dans toutes ces compétences, avec de la data, de l'IA, de la robotique, de la cybersécurité, avec la cybersécurité qui prend de plus en plus d'importance. Évidemment, les new ways of working, parce qu'après la crise sanitaire, cet axe-là s'est véritablement accéléré. Du leadership, alors ça fait longtemps qu'on parle du leadership et du management, mais là, vous le verrez, pour le leader, la complexité et l'imbrication de ces différents enjeux prend une importance considérable, et de la customer centricity. Alors sur la sustainability, évidemment, le sujet n'est pas nouveau, développement durable, RSE, ESG, zéro carbone à horizon 2050. Vous avez déjà commencé à travailler ces sujets-là depuis un moment. Ce qui est nouveau, c'est qu'au-delà de la filière des experts qui travaillent là-dessus et au-delà de la couche de culture, de sensibilisation que vous avez menée dans vos entreprises, aujourd'hui, vous avez besoin que tous vos collaborateurs, tous vos métiers, tous vos business ont une compréhension très fine de ces enjeux-là, parce qu'en fait, ces enjeux doivent venir transformer votre business model. Donc, on n'est plus sur juste la compréhension d'un sujet, on est comment est-ce qu'on opérationnalise ce sujet et comment est-ce que chacun des métiers, que ce soit la finance, que ce soit le commerce, que ce soit la R&D, intègre la sustainability dans leur métier, et comment est-ce qu'ils transforment ce métier-là. Donc là, on est sur des compétences qui sont du registre de la compréhension des enjeux, de la compréhension de son écosystème et des parties prenantes et des attentes de chacun. On est sur, évidemment, la compréhension du réglementaire, quel impact pour mon métier, et comment est-ce qu'en définitive l'IT peut venir m'aider à atteindre cette sustainability, sachant que l'IT est incontournable pour atteindre cet objectif, mais que l'IT a encore du chemin à faire pour devenir du Green IT. Donc on est vraiment sur d'une prise de conscience, on est vraiment aujourd'hui à une étape où on doit atteindre le déploiement opérationnel. Sur la Digital Driven Company, là aussi, l'enjeu majeur, c'est finalement l'accélération. C'est ça qui est en train de changer la donne aujourd'hui, et le fait, en définitive, que le digital et le software sont absolument centrales dans vos business models. Stellantis, par exemple, nous a dit qu'aujourd'hui, certes, il fallait savoir construire une voiture, mais que le software devenait absolument central, et que c'était là que se jouait la différence, et que c'était là où était la compétition. Airbus nous a parlé de sa plateforme Skywise qui met à disposition de ses clients et de ses partenaires un certain nombre de data. Engie nous a dit aujourd'hui, l'important, c'est pas de savoir construire un brûleur, mais c'est de savoir piloter le brûleur. Ou les banques, Crédit Agricole, BNP Paribas, vous nous avez dit, finalement, les process sont relativement digitalisés, et ce qui devient important, c'est la relation. Donc, quelles que soient vos industries et quels que soient vos domaines, finalement, ce digital est en train de transformer en profondeur votre business model, là où hier, il vous aidait à parler avec vos communautés, que ce soit vos clients, vos prospects ou même vos collaborateurs. Et puis sur ce sujet-là, la cybersécurité devient absolument fondamentale et devient un enjeu de première ligne.
Alors sur les compétences, j'en ai parlé, hein, de l'IA, de la robotisation, de la customer centricity, de la cybersécurité, et évidemment l'éthique, parce que ça devient aussi un sujet majeur, et puis comment est-ce qu'on fait de la frugalité digitale. Le leader augmenté, donc en fait, c'est la conséquence de tout ce qu'on vient de dire. Finalement, le leader augmenté, il doit à la fois avoir une connaissance de son métier, de son sujet, de son industrie, mais il doit aussi avoir une compréhension très fine des enjeux environnementaux et des enjeux du digital. Donc là où hier, on lui demandait d'avoir une expertise métier et éventuellement et d'avoir une compétence de manager, aujourd'hui, on lui demande d'avoir un triptyque de connaissances et d'être en mesure de les comprendre de façon assez intime, puisque vous le verrez dans nos interviews dans la journée, il faut qu'ils aient compris les enjeux de l'environnement et du digital pour pouvoir prévoir la façon dont ils vont faire leur métier, et ça change fondamentalement la façon de faire leur métier. Donc là, on a commencé à travailler avec vous, et ces leaders augmentés de demain ont vraiment besoin d'avoir une très bonne compréhension des différents enjeux. Ils ont besoin d'être en permanence à la page de ce qui se passe en termes d'innovation dans ces sujets-là et d'avoir toujours un cran d'avance pour être en mesure de l'intégrer dans leur métier. Donc là, sur les compétences, on est sur du sens, alors, ces leaders augmentés ont aussi besoin d'avoir une bonne compréhension de ce qui se passe aujourd'hui sur l'organisation du travail, sur les attentes de leurs collaborateurs, et donc d'intégrer le management hybride dans leur management. Donc voilà, c'est des changements sur des sujets dont on a l'habitude de traiter, mais ce qui est vraiment fondamental aujourd'hui, c'est à la fois l'accélération et la profondeur de ces changements dans vos organisations. Bien, bonjour à tous. En fait, suite aux deux interventions, vous avez compris quand même que nous avons évidemment de sacrés chantiers. Nous avons évidemment ce chantier des New Ways of Working. Et New Ways of Working, vous nous avez tous dit que c'était évidemment quelque chose qui avait explosé avec la pandémie. Et en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, puisque je vous rappelle quand même que nous avons des outils nomades depuis une bonne trentaine d'années. Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est d'avoir cette prise de conscience que l'entreprise, tu parlais de la fluidité de l'organisation, peut faire les choses un petit peu différemment. Et ce qui est frappant quand on parle des New Ways of Working, c'est qu'il y a évidemment un lien direct avec le leader augmenté, il y a évidemment un lien direct avec l'utilisation du digital sous toutes ses formes. Je dirais c'est ce qui a rendu finalement cette façon de travailler différemment, mais ça pose évidemment des problèmes fondamentaux de culture, tu parlais de confiance, et c'est ce que finalement on a entendu chez vous, c'est qu'il y a vraiment une rupture du modèle managérial. Alors, ce qu'on a évidemment en matière de compétences, si vous voulez, vous ne serez pas très étonnés, c'est par exemple développer l'organisation hybride. Et c'est vrai que beaucoup d'entreprises aujourd'hui se posent la question, à l'heure où nous parlons, de la nouvelle organisation, de la nouvelle forme. Faut-il prévoir par exemple 2 jours par semaine, 3 jours au bureau? Est-ce que ce n'est pas une organisation beaucoup plus souple que nous allons imaginer, etc. Nous avons évidemment toujours cette question de la performance et la productivité, parce qu'on a entendu ça et là que travailler chez soi augmenter la performance, et puis on a été quand même un petit peu déçus, quoi. Il y a quand même des réalités un tout petit peu différentes. Et puis, évidemment, quand on parle de New Ways of Working, on parlait de fluidité tout à l'heure, c'est développer l'agilité. Et quand on dit agilité at scale, c'est véritablement cette question de l'organisation agile, eh bien, est posée par le développement de ces New Ways of Working. Bon, l'intelligence collective, vous ne serez pas surpris. La vraie question qu'on va avoir dans ces organisations hybrides, c'est comment on va faire travailler des gens ensemble qui sont éclatés. Et d'ailleurs, un certain nombre d'entreprises nous ont quand même dit, surtout ces entreprises très internationales, qu'elles avaient appris à travailler à distance depuis des années. Donc, encore une fois, il n'y a pas. Et puis, il reste une maîtrise des outils digitaux. On l'a vu au début de la pandémie, hein, combien d'entreprises avaient du mal à ramener les collaborateurs dans le giron de l'entreprise, giron virtuel, parce qu'il n'y avait pas. Et évidemment, en matière de soft skills, on a les enjeux de la collaboration. L'autonomie est très importante, parce que ce qui s'est passé depuis le début de la pandémie, c'est véritablement ces équipes de terrain qui ont trouvé des solutions extraordinaires sur le terrain, et pourtant elles étaient évidemment en hybride ou en. Et puis des nouveaux rituels. C'est vrai que la vraie question qui va se poser dans nos entreprises, c'est qu'est-ce qu'on fait faire aux gens quand ils reviennent physiquement sur le lieu de travail. Et ça, c'est une vraie question. Et puis, on a rajouté le care, parce qu'il y a plusieurs de nos interlocuteurs qui disent qu'il faut prendre soin.
Et ça, c'est évidemment quelque chose que je pense personnellement qu'il y a véritablement un enjeu par exemple, de préserver des cas d'essayer d'identifier des cas de détresse psychologique quand on en a vu, et surtout chez les jeunes collaborateurs. Alors, on termine par la customer centricity. C'est-à-dire, alors, encore une fois, on parle de clients depuis une trentaine d'années quand même, donc il n'y a pas de nouveauté. Mais ce qui est très intéressant, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est que sur les 9 entreprises, il y en a 7 qui sont des entreprises industrielles. Et là, dans le monde de l'industrie, ce n'est pas aussi évident de faire rentrer, en quelque sorte, l'esprit client, en quelque sorte, à tous les niveaux. Et puis, quand on regarde, par exemple, ce que dit Thierry Barry, le Chief HR Officer de Airbus, il dit la compétence UX, donc utilisateur, est fondamentale et doit être élargie à tous les compagnons. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que la notion de client pénètre partout. Et j'aurais tendance à dire que d'une fonction, d'ailleurs, de support ou soutien à une... Je veux dire, nous avons la notion de client interne. Donc, on a aussi cette notion de client qui est très importante. Alors, sur les dernières compétences qu'on a identifiées, bon, on a parlé de nouveaux business models, tu l'as dit dans ta partie. C'est vrai qu'on a évidemment des possibilités d'imaginer de nouvelles solutions offertes aux clients. D'ailleurs, le deuxième terme, growth hacking, ça fait penser à un livre publié il y a quelques années qui s'appelait le Make Storming, le guide de corporate hacking. En fait, le hacking là, n'est pas du tout négatif. Il est fait pour identifier de nouveaux business. Après, on a un certain nombre de compétences qui sont un peu plus connues, comme le design thinking, l'animation de communauté. Et évidemment, là, on pose la question, par exemple, de la vraie utilité des réseaux sociaux d'entreprise. On a vu quand même un grand espoir de ces réseaux sociaux, et puis on a eu quand même aussi des déceptions. Donc la vraie question, c'est effectivement comment on anime des communautés qui vont en plus être en format hybride. Bon, product management, product marketing, tout ça, ce sont des basiques en quelque sorte, mais c'est quand même important parce qu'on veut, on l'a dit, diffuser cette customer centricity finalement à l'ensemble des collaborateurs. C'est ça qui est en jeu. L'avocat, être avocat de sa marque, brand advocacy, et puis évidemment l'impact sur les réseaux sociaux. Et en dernière, et ça sera ma conclusion là, sur cette partie-là, c'est l'observation. Vous avez tout dit, pour être customer-centric, il faut savoir observer ce qui se passe. Donc la relation, la coopération et test and learn. Voilà, rapidement fait. Merci beaucoup. Et on a la synthèse, les 5 compétences d'avenir sous la forme de... Donc on me fait signe que c'est bon.